Bienvenue à cette séance de questions-réponses au sujet du projet de programme particulier d'urbanisme que l'on désigne de l'acronyme PPU de l'écoquartier La Chine-Est. Merci aussi de l'intérêt que vous portez à cette consultation. J'espère que vous y participerez en grand nombre. This session will be conducted in French, but if you wish to ask a question or address the Commission in English, you will be welcome to do so. Je m'appelle Francine Simard et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission, complétée par Madame Louba Serge et Monsieur Arlindo Vieira. Nous sommes appuyés dans nos travaux par les analystes Émilie Jade Bigelow et Joseph Chinda Kenfo. Joseph est juste là, Arlindo est juste là, et compte tenu de la situation sanitaire, Madame Louba Serge et Madame Émilie Jade Bigelow nous suivent à distance par précaution. Des représentants de l'arrondissement de la Chine et de la ville de Montréal sont présents et répondront à vos questions. Ils se présenteront eux-mêmes tout à l'heure. L'OCPM est une entité distincte et indépendante. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision particulière. Les commissaires ne sont ni des élus, ni des fonctionnaires, et ils s'engagent à respecter un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Je souligne par ailleurs que toute la documentation pertinente relativement à ce PPU est disponible en tout temps sur le site Web de l'Office à la page de la consultation, disponible à la bibliothèque Saul Bellow. Voyons maintenant le déroulement de notre soirée. La séance de ce soir est destinée exclusivement à répondre à vos questions sur le projet de PPU de l'écoquartier La Chine-Est. Ce n'est ni le moment ni la tribune pour exprimer une opinion. Je préciserai dans un instant les modalités pour exprimer une opinion. Tout le monde pourra ce soir poser ses questions. Pour poser vos questions, vous devez au préalable vous inscrire au registre, soit ici en salle ou soit par téléphone si vous nous suivez à distance. Le numéro de téléphone apparaît à l'écran à l'instant. Nous procéderons en alternance entre les personnes inscrites ici en salle et celles qui nous rejoignent depuis la tribune téléphonique. Vous pourrez poser un maximum de 2 questions. Si vous avez d'autres questions, vous devrez vous réinscrire au registre, que ce soit ici en salle ou au téléphone. Dans le cas où les représentants municipaux ne sont pas en mesure de répondre dès ce soir, ils pourront le faire par écrit par la suite. La réponse sera déposée dans le dossier de documentation de la consultation. Voyons maintenant comment procéder pour exprimer une opinion. Vous pourrez le faire dès la fin de la présente séance et jusqu'au 5 mai. Pour ce faire, vous avez le choix entre 3 possibilités. Vous pouvez venir présenter une opinion orale auprès des commissaires avec ou sans document écrit à l'appui. Vous avez jusqu'au 5 mai pour vous inscrire en prenant rendez-vous auprès de Gilles Vézina au numéro qui apparaît à l'écran. Les séances d'audition des opinions débuteront le 10 mai. Vous pouvez aussi nous faire simplement parvenir un document écrit. Enfin, vous pouvez aussi répondre sur notre site Internet à des questions thématiques que nous adressons aux citoyens, comme par exemple, que pensez-vous de l'idée de créer un écoquartier dans la friche industrielle de La Chine-Est? À la suite des séances d'audition des opinions, la Commission procédera à l'analyse de l'ensemble de l'information qui lui a été soumise, en fera rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'OCPM soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office ont une valeur consultative, les décisions finales appartenant aux élus. Je vais maintenant demander aux représentants de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de la Chine de se présenter et de préciser leurs fonctions.
Alors, merci Madame la Présidente, cher public. Je vais commencer par l'arrondissement, ma collègue Fela, donc, qui est à mes côtés. Fela Maherzi, conseillère en planification à l'arrondissement Lachine et responsable du projet au niveau de l'arrondissement. Puis Martin Roy, à ma droite. Martin Roy, conseiller en aménagement au service de l'urbanisme et de la mobilité. Et moi-même, Karim Charef, chef de division à la direction de l'urbanisme à la Ville-Centre. Merci. Madame Maherzi, est-ce que je pourrais vous demander de lever la voix un peu plus pour qu'on vous entende bien? Je ferai un effort. Merci beaucoup. Ça, c'est bon. Alors, nous sommes maintenant arrivés à la période des questions, aussi bien pour les personnes en salle que pour celles qui nous rejoignent par téléphone. Pour ceux qui nous rejoignent via la tribune téléphonique de Zoom, vous pouvez dès maintenant nous appeler en composant le 1-438-809-7799. Merci de bien suivre les instructions s'affichant à l'écran et celles qui vous seront données au téléphone. Nous vous inscrirons au registre. Merci d'être patient, car si vous êtes nombreux à nous appeler, il se peut que l'attente dure quelques minutes. Dans ce cas, nous vous rappellerons lorsque votre tour viendra. I will now open the lines for those who join us via Zoom. It is time to give us a call at the following phone number, 1-438-809-7799. Please follow the instruction on the screen as well as over the phone. We will register you, and if you have to wait, we will call you back when it is your turn to ask your question. Par ailleurs, point très important, je vous demande de limiter les préambules à ce qui est strictement indispensable pour la compréhension de vos questions. Aussi, je vous rappelle que la limite est de 2 questions. Finalement, souvenez-vous que nous ne sommes pas ici pour débattre ou pour convaincre et qu'aucune violence verbale n'est acceptable. Allons avec une première question en salle. La première question est celle de M. Marc Pitre, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Avant de poser ma question, je voudrais quand même d'abord souligner la qualité du document qui explique le PPU sur l'écoquartier de Lachine-Est, que j'ai été pas mal impressionné. C'est un gros document et ça a comme permis de voir effectivement le fonctionnement. Et puis, en tout cas, je tenais à le souligner. Je ne sais pas si ma question va être pertinente parce que c'est en lien avec la procédure, c'est-à-dire une fois l'approbation du PPU. Est-ce que je peux ou est-ce que c'est trop tôt? Vous pouvez poser votre question. OK, bon. Alors, si j'ai bien compris, le projet Villanova a connu ses problèmes. Il y avait des doutes. Là, il y a eu un arrêt dans la construction de la tour sur Saint-Joseph. Donc, là, en prévision là, des autres projets qui vont s'ajouter dans l'avenir, là, ma question est en lien avec, enfin, ce que j'appelle les joueurs, la Ville de Montréal, l'arrondissement de Lachine, les propriétaires, les promoteurs, les citoyens, les organismes aussi de Lachine. Qui a le rôle principal dans le processus? Le contrôle sur les consignes identifiées par le PPU et pour la qualité du travail qui va être exécuté par les promoteurs pour les divers projets qui sont à suivre. Et puis, qui est là pour justement souligner ou mettre de l'importance sur le choix esthétique ainsi que l'unité et la cohérence sur le plan architectural pour les projets à venir, de façon à ce que, en tout cas, j'aurais peur que ça devienne un peu comme Griffintown, où l'architecture est très diversifiée, puis on dirait que ça ne colle pas. Est-ce que ça fait partie des priorités aussi pour le développement du projet de PPU? Est-ce qu'on rattache de l'importance sur les matériaux, la qualité des bâtiments, l'esthétisme des bâtiments, de façon à ce que ce ne soit pas un projet tellement disparate qu'on apprécie moins bien? Donc, si je reformule, oui. Je paraphrase un peu M. Pitre, vous êtes préoccupé par
la responsabilité de la Exactement. mise en œuvre Oui. du PPU. Monsieur Charef? Oui, merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Elle est très pertinente, contrairement OK. à ce que vous pensiez au départ. Je rappellerai, je vais esquisser un élément de réponse, puis ma collègue Fela pourra compléter. OK. Juste rappeler, en premier lieu, l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme et d'une compétence municipale. OK. Donc, c'est la ville et l'arrondissement qui adoptent ce document. Donc, il y a OK. une portée légale et c'est encadré par la loi. Donc, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. OK. Une fois que ce document va être adopté par les instances municipales, donc il va y avoir une période de ce qu'on appelle dans le jargon de concordance réglementaire, c'est-à-dire comment faire atterrir ce document de planification en termes réglementaires. Et c'est ça qui va encadrer le développement à venir, justement pour nous assurer qu'il y ait une cohérence. Et effectivement, il n'est pas question pour ce futur écoquartier qu'il y ait une addition de projets comme ça hétéroclites. Donc le PPU vient donner un petit peu cette cohérence, cet arrimage pour que le tout tienne ensemble comme un système. OK. Donc puis la mise en œuvre va demeurer de la responsabilité de la ville quand il s'agit du domaine public. OK. Donc le domaine public, le boulevard Saint-Joseph, certains parcs relèveront toujours de la ville. Donc c'est ce qu'on appelle le domaine public. Le domaine privé, donc qui relève par contre des promoteurs immobiliers, des propriétaires, Oui. pourront déposer leurs projets, seront analysés en arrondissement, puis par la ville, puis avec la grille d'analyse que constituera donc le PPU. Donc la mise en œuvre va être toujours de la responsabilité municipale pour la suite des choses. OK, parfait. Oui, oui. Moi, c'était surtout du point de vue du promoteur, parce que, enfin, c'est pas pour avoir une bataille contre les promoteurs, mais on sait très bien qu'au départ, leur but, c'est de faire des sous, et ce qui fait que ça peut être au détriment du produit final. Et puis, c'est dans ce sens-là que je ne sais pas, c'est peut-être que j'ai une mauvaise interprétation là, de comment ça pourrait se produire, mais enfin... Est-ce que vous aviez une seconde question? Quand on parle du privé, là, je vois que Dominion Bridge, ils ne sont pas encore en opération. Est-ce que les bâtiments qui existent actuellement, est-ce que ce sont est-ce qu'il y a des gens qui représentent Dominion Bridge en prévision de l'éventuelle vente de ces bâtiments-là, ou comment ça se passe? Donc, vous vous demandez qui sont les propriétaires Oui, de Dominion Bridge, oui. des bâtiments. Monsieur Charef? Oui, il y a actuellement un propriétaire, donc comme vous savez, je ne sais pas si vous êtes de la Chine, la famille Carrier a vendu donc toute la propriété de la Dominion Bridge à Monsieur Aldo Coviello, donc qui est propriétaire. Donc ça, c'est une information qui est publique. Et juste rappeler que oui, les propriétaires, les promoteurs sont là pour faire leur part des choses. Puis pour la ville, c'est important qu'il y ait une collaboration, un partenariat avec les promoteurs. Il ne faut pas les voir toujours comme des gens qui veulent juste faire de l'argent. Oui, oui. Nous, dans l'expérience, Désolé. puis la collaboration qu'on a eue avec les principaux propriétaires et promoteurs du secteur, il y a eu une très bonne collaboration. Les règles du jeu étaient très claires. Puis on continuera à travailler avec les promoteurs pour la mise en œuvre dans le cadre du PPU. Donc, il n'y a pas d'enjeu par rapport à des questions de perception ou quoi que ce soit. La ville demeure à l'écoute. Tout le monde a sa place parce qu'un quartier comme ça doit se faire avec tout le monde et pas uniquement avec la ville à elle seule. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Pitre. La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Madame Louise Constantin, vous pouvez ouvrir votre micro et vous aurez la parole. Bonsoir, Madame Constantin. Oui, bonsoir. Alors, je vous remercie d'organiser cette soirée-là. Moi, j'aurais deux questions. J'ai assisté à la présentation, la séance d'information la dernière fois et j'ai consulté le document là, de présentation aussi. Et à moins que j'ai manqué d'attention, moi, je suis de la Fédération d'habitation coopérative du Québec. Et je me demandais qu'est-ce qui était prévu en termes de tenure
je ne crois pas qu'on ait mentionné, par exemple, le logement social et communautaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ce type de logement-là sur le site? Alors, M. Charef? En fait, en ce qui concerne le logement social communautaire et le logement abordable, ce qui est prévu, ce qui s'appliquera, c'est le règlement pour la métropole mixte, donc qui a été adopté, donc qui est valide à l'échelle de la ville. Et là, ce qu'on présente comme hypothèse, pour y aller avec quelques chiffres, on a 7400 logements. Si on regarde ce qui est une approximation, on ne sait pas au final combien il y en aurait, mais ça représenterait environ... en termes de logements sociaux, c'était 1200 logements sociaux et de 5 à 600 logements abordables, là, théoriquement, ce qui n'est pas une cible, mais ce qui découlerait de l'application du règlement pour une métropole mixte, là, avec le scénario qu'on a représenté. Puis évidemment, ça n'exclut pas aussi d'autres avenues que la ville pourrait explorer. Entre autres, il y a la possibilité de mettre des terrains sous droit de préemption à des fins de logement social. Donc, la Ville pourrait décider identifiant un certain nombre de terrains et advenant qu'il y aurait une vente de ces terrains-là qui serait tentée, la Ville pourrait appuyer l'offre d'achat, un droit de premier refus, et donc pourrait acquérir des terrains pour faire du logement social. La Ville a déjà acquis une certaine superficie de terrain pour des fins publiques, pour la construction d'un centre sportif et communautaire. Donc, ça pourrait être fait aussi pour ce qui est du résidentiel. Puis c'est sûr que c'est un des objectifs de l'administration. Est-ce que ça répond à votre première question? Oui, pour avoir déjà assisté à plusieurs consultations de CPM, je comprends que vous allez nous inviter à présenter un mémoire et à faire part de nos préoccupations. Ma deuxième question portait sur la question de la contamination. Je ne crois pas non plus qu'il y en ait été question la dernière fois, mais un terrain comme celui-là avec les occupations industrielles, j'imagine qu'il y a un taux de contamination. Comment est-ce que ça va être abordé? Est-ce qu'il y a des études de caractérisation déjà faites pour déterminer le niveau? Qui prendrait en charge la décontamination? Est-ce que ce serait l'arrondissement, la ville, les entreprises établies sur place ou les prochains occupants et comment ça serait financé? Alors, donc, M. Charef. Alors, Mme Fela Marizzi va répondre. Bonjour Madame. Donc effectivement, on est dans un site hautement contaminé. On l'a déjà vu avec la partie qui a déjà été développée, donc la partie de la Jenkins. Et la décontamination, en fait, se fait au moment du développement. Donc il y a une étude de caractérisation, effectivement, et aucun permis n'est délivré sans que la décontamination soit complétée et avérée surtout. Donc, on s'assure que justement la décontamination par contre, est faite comme il faut. Et la décontamination se fait effectivement selon l'usage qui est prévu. Donc, si c'est du résidentiel, ça va être une décontamination à plus haut niveau, puis ça dépendra du reste des usages. Mais ça se fait au moment vraiment du dépôt du projet de développement. Mais ça va être la responsabilité des promoteurs de projets? C'est de la responsabilité des promoteurs de projets, effectivement, mais c'est de la responsabilité de l'arrondissement de s'assurer que ça a été fait en bonne et due forme, mais également du ministère. Est-ce qu'il existe, je vais compléter, si vous permettez, Mme Couture, je vais compléter aussi avec une sous-question. Est-ce qu'il existe des programmes de subvention à l'intention des propriétaires pour aider à la décontamination, des ententes qui peuvent être prises? Je vais laisser Karine dessus. La Ville a des programmes de subvention là, pour l'aide à la décontamination, mais on pourrait vous répondre par écrit concernant ces programmes. Le gouvernement du Québec aussi en a, donc on pourrait vous fournir cette liste là, de programmes disponibles pour les fins de décontamination des terrains. Merci. Merci. Est-ce que ça répond à vos questions, Mme Constantin? Oups. Oui, mais là, je comprends qu'on n'a pas vraiment beaucoup réfléchi à cette question-là qui est fondamentale pour à peu près tous les projets de développement, de requalification de sites avec un passé industriel. Et
Pour être dans le domaine, je pourrais vous dire que les subventions, comme dans bien des cas, sont souvent insuffisantes. Là. Alors, ils ne font pas partie intrinsèque des programmes de développement. Mais je vous remercie. Alors, nous attendrons votre opinion. Merci beaucoup, Mme Constantin. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. La prochaine question nous vient de la salle. Monsieur Rémi Couture. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Couture. Bonsoir. C'est la première fois que j'interviens dans ce type de consultation-là. Je dois admettre que je travaille dans l'industrie immobilière, mais j'interviens en tant que citoyen. Donc, ici, ça fait 10 ans que j'habite à la Chine. J'aime bien mon arrondissement et je sais que ce projet-là va être très populaire. Ça va être très en demande. Bon, je ne sais pas si j'adresse ma question aux bonnes personnes, c'est peut-être plus aux politiciens ici dans la salle, mais est-ce que les gens... en ce moment, le coefficient d'occupation des sols est à peu près à 5, puis on parlait d'avoir des immeubles de 15 étages. Quand ça a été présenté, la foule a beaucoup rouspété dans la salle, et puis... jusqu'à quel point ce coefficient-là est ferme et est-ce que les gens sont conscients et nos élus sont conscients que si on le baisse, on va créer une pénurie d'offres et dans 2-3 ans, ou 4 ou 5, c'est nos jeunes qui ne seront pas capables de se loger à la Chine, les coûts vont augmenter, puis les gens qui ne sont pas capables de se loger dans la Chinesse vont aller acheter dans le Vieux-la-Chine ou dans Saint-Sacrement, vont acheter des petits duplex, puis ils vont faire augmenter les coûts. Alors, ma question, c'est jusqu'à quel point le coefficient d'occupation des sols et les plans pour avoir des immeubles jusqu'à 15 étages, c'est ferme et est-ce qu'on est capable de le défendre? Parce que moi, je suis en faveur pour augmenter l'offre immobilière. Alors, M. Charef, qu'en est-il? Oui, je vais commencer, puis mes collègues pourront compléter au besoin. Merci beaucoup pour votre question. En fait, juste rappeler que 15 étages, ce n'est pas la grandeur de l'ensemble du secteur. C'est vraiment à certains endroits bien localisés. C'est 8 étages en moyenne. Des fois, c'est 3 étages. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une variété de gabarits. Ceci dit, le PPU table sur une approche équilibrée, c'est-à-dire avoir une masse critique de densité pour que les projets soient économiquement et socialement viables, parce qu'on l'a mentionné tantôt, des enjeux de contamination, donc ça prend une certaine densité. Montréal souhaite faire de la rétention des familles, souhaite du logement social, souhaite du logement abordable, donc il faut faire une offre de logement adéquate. Maintenant, est-ce que le coefficient d'occupation de sol est une donnée immuable? On est en consultation publique. Donc, c'est l'objectif de cette consultation publique, c'est que le PPU fait une proposition, elle met cette proposition sur la table pour le débat public. Puis, selon ce qui va ressortir des discussions, de la consultation publique, puis du rapport, donc la Ville ajustera le tir certainement. C'est le rôle de l'Office. J'irai à ma deuxième question. Bien sûr. C'est un écoquartier, donc l'idée, c'est de faire les choses autrement et plus écologiques. Au Québec, 40% des gaz à effet de serre, c'est produit par le secteur des transports. On sait aussi que quand il y a une densité, les gens ont peur au trafic. Donc, est-ce que ça serait possible de faire le quartier pour qu'il soit... qu'on puisse le traverser à pied, en vélo ou en autobus, de part en part, mais pas en voiture? De sorte que les accès autoroutiers soient simplement pour permettre aux résidents d'aller se stationner chez eux, mais qu'il n'y ait pas de transit automobile du tout dans le quartier, que ça soit réservé au transport actif, au transport en commun. Merci encore pour votre question, mais Marc Terroir va répondre. C'est en partie l'intention, je dirais, qui se traduit dans la grille de rue qui est proposée pour le secteur. Là, il faut regarder un peu. Saint-Joseph a l'air à traverser le quartier. Pardon. C'est que l'ensemble, si on regarde le réseau de rue qui est proposé, la majorité du réseau de rue, c'est soit des voies actives ou des rues partagées. Donc, on a très peu de rues de type traditionnel dans les deux directions, réservées aux voitures. Il y a la majorité des rues à l'intérieur
du quartier, c'est soit piétons et cyclistes, ou des rues partagées, donc où la voiture pour le transit, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. En fait, c'est plus des résidents qui vont se rendre à leur unité. Donc, on privilégie le transit en périphérie, en fait, du secteur. Il y a eu des réflexions sur le boulevard Saint-Joseph aussi. Est-ce que ça serait une voie de transit parce que c'est la seule rue, en fait, qui traverse d'est en ouest le secteur? Puis non. Finalement, la conclusion, c'est de lui redonner un caractère. Historiquement, c'est un des chemins, un des plus vieux chemins de la ville. Donc, on veut préserver. Ça devient un axe central, mais pour le quartier, à l'échelle du quartier. De toute façon, on ne peut pas élargir, puis c'est pas souhaitable. Donc, il y a une place quand même assez réduite qui est accordée à l'automobile à l'échelle du secteur. Parfait. C'était mes questions. Merci. Merci. La tribune téléphonique avec M. Simon Gauthier. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro et vous aurez la parole. Et vous êtes là? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Alors, nous vous écoutons. Parfait. Je vais commencer avec ma première question. Je voulais savoir, le PPU prévoit plus de 260 000 mètres carrés d'activité économique dans le secteur, donc du bureau et de l'industriel, dans un secteur qui sera très résidentiel. Considérant le volume anticipé de trafic que ces types d'usages occasionneront, la Ville a-t-elle une étude de circulation qui démontre une cohabitation confortable entre tous ces usages? Alors, est-ce qu'on a une étude de circulation, M. Charef? Oui, les études de circulation ont été déposées sur le site, vous ont été transmis, donc toutes les études en matière de mobilité. Il y a aussi une étude qu'on est en mesure de déposer prochainement parce qu'elle est en cours. C'est une étude économique, positionnement économique du secteur. Un élément peut-être important, effectivement, c'est un écoquartier, puis un écoquartier vise une mixité des usages, une diversification des activités urbaines. Donc, ce n'est pas un quartier où on va avoir 100% de logements, de résidentiels. Donc, on entend conserver de l'emploi dans ce secteur. Et donc, le défi, c'est d'assurer une bonne cohabitation entre ces emplois, ces industries légères, puis j'insiste sur le mot légère, donc il ne s'agit pas d'avoir des industries lourdes, métallurgiques, ça c'était dans le passé. Non, on va viser des industries de type qui tournaient vers les industries d'avenir, là plutôt, qui soient compatibles avec la vocation résidentielle. Alors effectivement, il y a certaines industries qui génèrent du camionnage. Ça, on va le gérer à travers la grille de rue, puis la hiérarchisation du réseau viaire pour que, mettons, une question concrète, par exemple, les questions de livraison aussi se fassent de façon confortable et compatible avec le milieu résidentiel. On peut penser à des heures de livraison, on peut penser à toutes sortes de stratégies pour y arriver. Alors, Monsieur Gauthier, non, oui. Monsieur Gauthier. Monsieur Roy souhaiterait compléter une question. Attendez, c'est Monsieur Gauthier. Nous sommes avec Monsieur Gauthier au téléphone, hein? Oui. Oui, voilà. Monsieur Gauthier, votre seconde question? Ben, en fait, je m'en allais juste pour être certain que j'ai bien compris l'intervention de M. Charest. Donc, il y aurait une étude de viabilité économique pour la réalisation du quartier qui serait en cours de rédaction? Exactement. Un positionnement économique, une étude de positionnement économique du secteur qui est en cours et qui sera déposée dans le dossier de documentation dès qu'elle sera disponible. Et quant aux études de circulation de trafic, il y en a déjà qui sont disponibles sur le site de l'Office. Non? OK. Et dans l'étude dans l'étude économique qui va être réalisée, est-ce que c'est possible de savoir
qu'est-ce qui va être abordé exactement? Est-ce qu'on va considérer les ambitions au niveau de la mise en valeur du patrimoine, de l'aménagement des nombreux parcs, la construction de toutes les nouvelles infrastructures, les coûts importants de décontamination et de construction, comparativement avec la densité résidentielle qui est relativement faible proposée par la Ville? Alors, M. Charef, vous déléguez à M. Roy ou... Il me délègue. Oui, bien, ça, en fait, c'est un beau programme. En ce qui concerne l'étude de potentiel économique, on n'est pas aussi précis, aussi loin que ce que vous mentionnez. Dans le fond, dans un premier temps, ce qu'on essaie de voir, c'est quel type d'activité serait intéressé par cette localisation-là, dans un premier temps. Puis, en termes de besoins pour les différentes industries qui pourraient éventuellement s'établir là, ça ressemble à quoi en termes de superficie qu'ils pourraient éventuellement occuper. Et on commence à regarder aussi c'est quoi l'adéquation entre les espaces que le secteur a à offrir. Puis là, on parle beaucoup des bâtiments industriels là, qui ont une valeur patrimoniale auxquels on veut donner une seconde vie. Donc, de voir de quelle manière est-ce que ces bâtiments-là répondent aux besoins des éventuels occupants, des entreprises, ou comment on pourrait les adapter, en fait, pour répondre à leurs besoins, puis quel serait le coût de tout ça. Ça, c'est des choses qui seraient faites dans un deuxième temps. C'est sûr que dans les analyses qui sont faites, la firme regarde aussi le projet de l'impact de l'aménagement urbain aussi sur l'attractivité du secteur pour des entreprises. Donc, c'est un aspect qui est considéré, mais on n'est quand même pas rendu à regarder vraiment les coûts de manière aussi détaillée là, que ce que vous mentionnez. Très bien. Monsieur Charef, je pense que vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure lorsque j'ai parlé du volume de trafic. Oui, juste pour le bénéfice du citoyen, cette étude en question, elle sera déposée autour du 5 mai, c'est-à-dire à temps avant l'audition des opinions. Très bien. Merci pour cette précision. Ça va, Monsieur Gauthier? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. La prochaine question vient de la salle. Madame Christine Lajeunesse, s'il vous plaît. Bonsoir, Madame Lajeunesse. La première chose, c'est de l'observation qui m'a déçue par pourquoi, dans la consultation qui a circulé dans tous les ménages de la Chine, pourquoi on n'a pas mis ce qui a été présenté le 28 mars. Vous parlez de dépliant. Vous parlez du dépliant? Le dépliant ici D'accord. Fait une présentation vague du projet. Et alors qu'à la présentation, c'était très détaillé. Alors, le citoyen de la Chine, il a une image vague. Il faut qu'il lise. Alors que si on avait utilisé ce qui a été présenté à très peu de gens, ben peut-être qu'il y aurait plus c'est un commentaire. Je répondrai, Madame, je répondrai à votre commentaire en disant que tous les documents sont accessibles sur le site web de l'Office à la page de la consultation. Alors, c'est possible de les consulter vraiment tant qu'on veut, à plusieurs reprises, mais je prends note de votre commentaire, bien sûr. Pour assurer la démocratie, il faut aussi rendre l'information facile. Très bien. C'est un commentaire bien reçu. Merci beaucoup. Ma première question, c'est, j'avais celle-là, mais c'est surtout qui va attacher les ficelles? Parce que quand on lit le PPU, quand on lit la présentation qui a été faite il y a 2 semaines, il y a beaucoup de ficelles qui ne sont pas attachées ou qui ne sont pas coordonnées. Je donne par exemple le pôle civique. Dans le PPU, on fait une place importante au pôle civique, puis on met l'accent dessus. Mais quand on nous présente quelque chose de plus détaillé, c'est des bâtiments de 10 étages et de 6 étages qui sont dans le pôle civique. Les seuils d'entrée, on précisait 4 seuils d'entrée. Il n'y a pas de seuil d'entrée pour le pôle civique. Alors, est-ce que le centre sportif est seulement pour les gens qui seront dans l'écoquartier? Parce que c'est beaucoup, 15 000 résidents aussi. OK? Donc, les ficelles... Oui, les ficelles, c'est mon autre question. Donc, qui va s'assurer que ça a du bon sens puis qu'on ne laisse pas... Le projet le plus avancé,
ne tient pas compte de quelque chose qui semble essentiel. Donc, si je reformule, c'est en lien aussi avec la responsabilité de la mise en œuvre de ce projet-là, qui s'assurera que du PPU, pardon, et qui s'assurera, par exemple, que dans le cadre du pôle civique, toutes les composantes sont bien en place et répondent bien aux besoins des citoyens. Est-ce que je vous reformule bien? En fait, je t'inquiète de voir un PPU détaillé où on met un accent sur un pôle civique avec école, centre de sport. Je ne me souviens pas, en tout cas. Alors que dans le projet avancé qu'on nous a présenté il y a 2 semaines, il n'y a plus de pôle civique. L'endroit qui est prévu, c'est indiqué qu'il y a des bâtiments de 10 étages et 6 étages. Alors, M. Charef, donc l'adéquation entre le projet de PPU et la présentation d'il y a 2 semaines. Merci beaucoup, Madame, pour votre question. Le document du PPU fait 146 pages. Et donc, en termes de présentation publique, il est évident qu'on devait aller à l'essentiel, c'est-à-dire faire une synthèse qui tienne en 20 minutes. Donc, la présentation que vous avez eue, ça donne les grandes lignes du projet particulier d'urbanisme. Donc, ceci d'une part. Peut-être, il est fort probable qu'on ait passé rapidement sur la question du pôle civique, mais ce qui tient lieu de document légal, c'est le document de 146 pages. Donc, c'est le programme particulier d'urbanisme. C'est lui qui fait foi. Ce n'est pas le projet Cette carte que vous avez fait partie du programme particulier d'urbanisme. C'est un extrait de ce document. Donc, et le pôle civique, et ça dépend quelle carte vous regardez. Oui, parce que dans le PPU, il n'y a jamais question de 15 étages. Attendez, Madame la Jeunesse. Oui, la carte que vous avez sous les mains, c'est la carte des densités. Quand on présente une carte des densités, on y va non pas par bâtiment, mais par grande zone. Et dans cette grande zone, effectivement, le pôle civique se trouve dans cette grande zone, mais ça ne veut pas dire que le pôle civique aura 15 étages. Enfin, c'est là où c'est un petit peu... faut nuancer. Donc, la carte que vous avez présente des grandes superficies, des grands secteurs, avec des balises en termes d'étages maximales, mais ça ne porte pas sur des bâtiments en particulier ou des terrains en particulier. Donc, c'est des grandes zones qui sont considérées. En tout cas, les terrains économiques, la Jenkins est là, les autres terrains vacants pour... le volet économique, ils sont là. Comme je vous dis, le pôle civique, il est remplacé par des bâtiments d'étage. De toute façon, je vais juste vous dire que quand on fait attention, il y a des fils qui ne sont pas attachés. Okay. Très bien. Et votre seconde question, s'il vous plaît, Madame la Jeunesse? C'est par rapport au bâtiment de 15 étages. Oui. Dans le sommaire décisionnel, on prend soin de préciser qu'il faut assurer la visibilité de l'écoquartier. Or, encore dans ce plan-là qui nous a été présenté il y a 2 semaines, on se retrouve avec 2 bâtiments de 15 étages le long du canal, où il y a la circulation des vélos, puis des bateaux, puis des gens, et un très gros de 12 étages. Alors, en fait, ce qu'on souhaite préserver, on ne l'applique pas du tout dans ce plan-là. En fait, ce que les gens vont voir, c'est une façade complète sur le volet sud d'appartements de 12 étages et de 15 étages. Et votre question à ce sujet? La question, c'est qui va s'assurer d'évaluer encore qu'il y a de la cohérence entre les objectifs puis l'implantation, mais surtout l'impact de la lumière sur le reste du parc. Quand tu as 15 étages, 12 étages, il doit y avoir des gens qui mesurent l'ombre que ça va jeter. Alors, M. Charef, sur les choix de hauteur, les propositions de hauteur et les périodes d'ensoleillement. Je vais laisser cette question à Mme Maïrzi, mais juste avant, revenir à votre première question sur le pôle civique. Tous les fils sont attachés, Madame, soyez assurée. La Ville a acquis un terrain, donc elle est propriétaire d'un terrain pour réaliser un pôle civique. Donc, la Ville est propriétaire. Il y a un travail qui se fait par l'administration conjointement avec le centre de services scolaires pour accueillir une école.
Ça dépend quelle carte vous regardez dans le document, mais je vous invite par exemple à regarder la carte du document à la page 50. Vous allez voir que le pôle civique est indiqué. Allez-y à la page 50, et c'est clairement indiqué. Je n'ai pas le document, là, je vais le regarder. Oui, non, je vous invite à le faire, puis vous allez voir, l'information est là, puis tous les fils sont attachés. C'est bon. Si c'est le cas, ben, merci de me l'avoir précisé. Et ensuite, les... Oui, pour répondre. Oui, la question de l'ombrage, puis la question qu'on bloque complètement la vue. Oui, on a déjà donc la question des hauteurs et... Absolument. On va répondre à cette question. Bonjour, madame. Donc, effectivement, là, j'ai un peu l'impression que la lecture est un peu faussée et on comprend que ce n'est pas toujours évident à lire une carte. Ce n'est pas, pour ce qui est du bâtiment de 12 étages, ce n'est pas un seul bâtiment de 12 étages qui est sur la totalité du canal. En fait, c'est un secteur où on peut avoir jusqu'à 12 étages. Il n'est pas assez pareil pour les secteurs de 15 étages. D'accord ? Donc, pour revenir à celui de 12 étages, donc c'est un secteur, un grand terrain, où on pourrait avoir plusieurs bâtiments. Puis, une carte ne se lit pas toute seule. Donc, elle se superpose à d'autres cartes et également à d'autres orientations. Et entre autres choses, ce qui est prévu pour ce genre de bâtiment, mais pour tous les autres, c'est d'abord un taux d'implantation qui est assez faible ou jusqu'à un certain point par rapport à ce qui se fait par ailleurs. Donc, on va à un maximum de 60% de taux d'implantation. Ça veut dire que 60% du terrain seulement sont utilisés, de 1, au lieu que ce soit plus que ça, donc 70. L'autre chose, c'est on prévoit également une distance minimale entre les bâtiments de grande hauteur, qui est, le PPU propose 30 mètres. Ça pourrait effectivement changer suite à la consultation, mais aussi à la concordance au règlement d'urbanisme. Et puis, il y a les marges de recul également qui sont très importantes. On les a également dans les dispositions réglementaires. On a des marges de recul de 4 à 6 mètres minimum sur les marges latérales, ce qui laisse quand même pas mal d'espace, d'accord ? Donc, c'est pas un seul bâtiment qu'il y a sur 12 étages qui va fermer l'ensemble du canal, etc. Les percées sont très, très importantes. Ça fait partie des orientations du PPU, d'ailleurs. Et les percées sur le canal le sont d'autant plus. Ça ne veut pas non plus dire que tous les bâtiments qui sont sur ce terrain-là vont être de 12. C'est un maximum de 12. D'accord ? Ensuite, il y a tout ce qui est... en fait, quand on fait un projet de cette envergure, je reviendrai sur le 15, donc je continue juste avec ça. Quand on fait des projets comme ça de grande envergure, on est soumis au conseil, on les soumet au conseil d'arrondissement, au comité consultatif aussi, et on les étudie les uns par rapport aux autres. Donc, c'est sûr que s'il y a un premier bâtiment qui est de 12 étages, les autres vont, se subordonner quelque part. À côté de ça, il y a l'architecture aussi qui va faire en sorte qu'on n'aura pas forcément un bloc monolithique. Il y a beaucoup d'orientations dans ce document-là. On parle notamment du PIA, donc du plan d'implantation et d'intégration architecturale, dont va découler donc, la concordance, qui vont faire en sorte qu'effectivement, on ne va pas avoir un bâtiment monolithique, donc il va y avoir des reculs, des avancées qui vont faire en sorte que les bâtiments ne se touchent pas quelque part. Pour revenir aux 15 étages, donc oui, effectivement, il y a 3 secteurs où on a des 15 étages. C'est des secteurs quand même qui sont ils sont pas denses, en fait. Il y a quand même pas mal d'ouverture autour de ces secteurs-là. L'autre chose, c'est que pour ces secteurs-là, on a prévu effectivement le 15 étages. Par contre, la réglementation, donc la concordance ensuite qui se fera, les règlements d'urbanisme peuvent en prévoir moins. C'est-à-dire, le règlement peut en prévoir 10, par exemple, et ça c'est à titre d'exemple. Donc, ce sera des 10 étages. Et ceux qui atteindront, donc s'il y a des projets de 15 étages, vont être évalués au mérite à l'aide d'autres outils discrétionnaires comme le projet particulier. Donc non, on ne risque pas, effectivement, c'est très pris en considération dans ce document-là, l'idée de la visibilité, de l'ouverture et des percées. Okay. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Madame Chloé Duval-Zac, je vous ai demandé d'ouvrir votre micro, vous aurez la parole. Bonsoir, madame. Madame Duval-Zac. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous entendons très bien. C'est à vous.
Parfait, merci beaucoup. Écoutez, je voulais vous remercier déjà pour l'organisation de cette soirée de questions-réponses. Je trouve ça vraiment pertinent et tout à fait intéressant. Alors, je vais me permettre de poser 2 questions. La première porte sur la question et les enjeux de patrimoine. Je me pose la question de la conciliation entre les enjeux de conservation de patrimoine. Quel patrimoine? Est-ce qu'on parle des bâtiments industriels qui sont parfois dans un état qui pose question? Donc, allier les enjeux de conservation du patrimoine avec les enjeux de contamination et également les enjeux d'état structurel des bâtiments industriels qui existent et que l'on aimerait recycler pour d'autres activités, comme des activités économiques, ce qui était exposé il y a un instant. Alors voilà, j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là. Puis, ça pose aussi la question de la trame de rue, conservation du patrimoine. Dans le projet de PPU, on voit des rues qui traversent éventuellement certains bâtiments d'intérêt patrimonial. Alors voilà, je m'interroge sur ce point-là. Alors, ce sont vos 2 questions? Ça, c'est une question sur le patrimoine. J'en ai une autre. Et vous avez ajouté la trame de rue là-dedans. Très bien, merci. Alors, Monsieur Charef? Alors, je vais commencer une réponse, puis mon collègue va enchaîner pour la question des rues qui traversent les bâtiments. D'entrée de jeu, l'approche qui est soutenue par le programme particulier d'urbanisme, puis qui a été aussi portée tout au long de la concertation pour élaborer ce PPU, c'est de conserver le maximum de bâtiments patrimoniaux, des bâtiments industriels qui ont forgé l'identité de ce secteur, qui ont forgé l'identité de la Chine, même voire de Montréal. Donc l'approche, c'est d'en conserver le maximum. L'idée, c'est pas de les muséifier, on s'entend qu'il va falloir qu'ils évoluent, il faut les réinterpréter, et c'est tout le défi, effectivement, de voir comment ces bâtiments peuvent être réutilisés intelligemment, considérant les enjeux, effectivement, de contamination, considérant les enjeux aussi de structuraux. Pour l'heure actuelle, la ville n'a pas documenté ces bâtiments, parce que c'est des bâtiments qui appartiennent à des propriétaires privés. Mais dans les prochains mois, la ville entend, avec la collaboration des propriétaires, d'entamer un processus d'énoncé d'intérêts patrimoniaux. Donc, ce processus, ces documents vont permettre de mieux documenter ces bâtiments, puis d'aboutir avec des orientations les plus claires possibles pour leur intégration. Puis je finirai juste sur un dernier élément. Il est évident que pour la ville, puis pour la communauté, la chinoise aussi, les bâtiments patrimoniaux ne doivent pas être considérés comme une contrainte, mais comme un atout pour forger ce nouvel écoquartier. Donc il faut bâtir sur ce capital pour construire ce nouveau écoquartier. Donc voici. Le reste de la question, c'est mon collègue. En fait, en complément à ce que M. Charef vient de dire, puis bon, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute un peu plus tôt, mais on parlait d'une étude, en fait, économique, donc on était à la recherche de vocation aussi pour ces bâtiments-là. Leur occupation, c'est le meilleur gage de conservation de ces bâtiments-là et de mise en valeur. Donc, il y a du travail qui se fait dans ce sens-là. Il y a des programmes de la Ville aussi de soutien, éventuellement, pour la rénovation, pour aider à transformer, adapter et mettre aux normes ces bâtiments-là. Quand on sera là, on verra ce qui peut être fait. Et les propriétaires de ces bâtiments-là vont évidemment documenter leur état là, dans les mois ou les années qui viennent. Mais c'était pas mal ça. Ce qui concerne la trame de rue qui est proposée, qui semble par moment traverser certains de ces bâtiments-là, il faut comprendre qu'on essaie d'avoir le plus de perméabilité possible à l'échelle du secteur. Donc, c'est un peu ce qui est illustré. Souvent, c'est des liens qui sont des liens piétons ou actifs. Donc, on pourrait imaginer qu'il ne faut pas penser que les bâtiments disparaissent, mais soit qu'il y a une possibilité de traverser à l'intérieur du bâtiment ou pour les occupants d'emprunter ces sentiers-là. Donc, c'est des intentions ou des liens à créer, mais il ne faut pas comprendre qu'on veut altérer les structures pour faire passer ces rues-là, là, à moins qu'au terme d'énoncé d'intérêt patrimonial, il y ait certains de ces bâtiments-là qu'on décide de transformer ou de délaisser. Voilà. Si vous permettez, Mme Duvalzac, j'aurais une sous-question à poser à nos spécialistes de la ville et de l'arrondissement. Quand vous
vous avez dit, M. Charef, on va discuter avec les propriétaires de bâtiments patrimoniaux à court terme et moyen terme pour avoir des énoncés d'intérêt patrimonial. Comment vous pouvez, est-ce que vous pouvez forcer les propriétaires? Comment vous vous y prenez? Non, en fait, l'idée, c'est de forcer personne, on s'inscrit vraiment dans un partenariat. C'est ce qui fait la particularité de cette démarche. Les propriétaires ont, d'entrée de jeu, accepté les règles du jeu. Là, ils savent qu'ils sont propriétaires de bâtiments d'intérêt patrimoniaux, certains. C'est de voir comment travailler ensemble pour les préserver, comment travailler ensemble pour les réutiliser, pour qu'on ait des solutions de type gagnant-gagnant. Les énoncés d'intérêt patrimoniaux ne sont pas une obligation, mais sont fortement recommandés. Puis, à l'heure actuelle, l'ensemble des propriétaires qui détiennent des bâtiments patrimoniaux ont accepté, on n'a forcé personne, ont accepté de se prêter à l'exercice. Ils ont actuellement, pour produire ces énoncés, commencé à faire ce qu'on appelle la recherche documentaire. Donc, c'est les propriétaires eux-mêmes qui financent ces études préalables aux énoncés d'intérêt patrimoniaux. D'accord. Merci. Alors, votre seconde question, Madame Duvalzac. Oui, merci beaucoup. J'avais aussi une autre question qui porte plus sur, effectivement, ça a été évoqué tantôt, sur la densité, le cost, le taux d'implantation. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un quartier qui est intéressant, qui offre une mixité d'usage, mais également une mixité d'expression architecturale, une mixité de hauteur, une diversité dans la forme urbaine qui va être produite? Et est-ce que le cost de 5 est un cost maximum? Est-ce qu'on peut envisager une autre vous aviez une petite ouverture tout à l'heure, de dire que ponctuellement, effectivement, un cost plus important pourrait être intéressant. Je voudrais juste souligner que la hauteur n'est pas quelque chose dont on doit avoir peur, dans la mesure où il y a des contreparties à cette hauteur. Et moi, je suis une fervente défenseur de la hauteur si elle permet de dégager le sol et d'offrir des espaces public intéressant pour la communauté. Alors voilà, je voulais avoir un petit peu votre point de vue sur la hauteur, la densité. Merci. Très bien, Monsieur Charef. Okay. Je vais la prendre. Alors, merci beaucoup pour votre question très pertinente. Alors effectivement, un élément important à rappeler, densité ou coefficient d'occupation du sol ne veut pas dire hauteur. Donc c'est deux éléments qui sont complètement différents. Donc les deux informent sur la forme urbaine souhaitée. Le pari que le PPU fait, c'est de miser sur une approche équilibrée, c'est-à-dire une certaine densité qui permette effectivement de dégager des espaces au sol généreux, parce que le PPU est très ambitieux à cet égard. Il préconise, on demande même jusqu'à 20% d'espace vert. Et donc, nécessairement, ça se traduit par une certaine forme urbaine. Donc, effectivement, c'est des éléments, une proposition que le PPU amène. Encore une fois, je rappelle, c'est une proposition, donc c'est un projet de programme particulier d'urbanisme. Puis on est là pour encore écouter les citoyens, les publics, puis on ajustera selon les discussions, puis selon les recommandations de l'Office. Ça répond à votre question? Oui, très bien, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. La prochaine question nous vient de la salle. Monsieur Olivier Gagnon, s'il vous plaît. Bonsoir, merci pour l'opportunité de poser des questions. Ma première question porte, je crois qu'il y a eu un mandat donné à une firme pour explorer les options possibles pour une boucle énergétique. Je me demandais si ça avançait, puis s'il allait avoir de l'information disponible avant le 5 mai. OK. Donc, qu'en est-il de cette boucle énergétique? Martin Roy. Ben, en fait, oui, il y a un mandat qui a été octroyé, puis il y a une étude qui est en cours, qui regarde notamment la question de la gouvernance ou de la gestion là, de ce type de système-là, puis qui regarde la faisabilité à l'échelle du secteur. Malheureusement, l'étude ne sera pas complétée d'ici la fin de la consultation. Donc, OK, mais ça continue. Si jamais, oui, ça suit son cours. Là. OK, merci. Votre deuxième question? Oui, deuxième question. Oui.
Vous avez expliqué l'importance de la densité pour aller chercher des gains, rentabiliser la décontamination, peut-être justifier du transport en commun, des choses comme ça. Comment on mesure ou on calcule qu'on atteint un bon équilibre entre aller chercher cette densité-là, puis là, dépasser un certain seuil où il y a peut-être des impacts sur le reste, les trames urbaines, les épiceries, le reste du réseau routier de la Chine environnante? Merci pour votre question. La Ville a à sa disposition des outils d'analyse pour s'assurer d'une viabilité. Dans le document de planification, quand on propose une densité, on s'assure que c'est une densité viable économiquement aussi. On est conscient qu'il y a des enjeux de contamination, il y a des enjeux de maintien d'espaces verts, de verdissement, de gestion des eaux aussi, de ruissellement. Donc tout ça, là, ça occupe de l'espace et donc il faut gérer la densité en conséquence. Donc la Ville a à sa disposition des outils. Donc on fait ce genre d'analyse, ça fait partie du quotidien de la Ville. Okay. Merci. Merci. La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Monsieur Chris Latcham. Je vais vous demander d'ouvrir votre micro. You can open your microphone now. Bonsoir, Monsieur Latchem. Bonsoir. Hello, can you hear me now? Oui, absolument. Nous vous écoutons. OK, c'est bien. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Okay. Hello, everyone. Thank you very much for taking my question. My first question concerns, I'm wondering what the developer is going to do about preventing sewage from 15,000 residents going into the Lachine Canal during rainstorms. Alors, oui, tout à fait, vous pouvez y répondre en français. Oui, c'est une bonne question, puis c'est un problème qu'il y avait. Je ne sais pas si les gens ont compris la question, mais dans le fond, le sens de la question, c'est qu'est-ce que la Ville va faire pour empêcher qu'il y ait des eaux usées qui soient déversées dans le canal de la Chine. C'est effectivement un défi parce qu'à l'heure actuelle, il y a des déversements qui se produisent dès qu'il y a des pluies abondantes, étant donné qu'il n'y a pas de réseau indépendant pour gérer les eaux de pluie. Elles sont mélangées aux eaux et doivent aller aux eaux usées. Ils sont acheminés à la station d'épuration. Donc, dès que le réseau se remplit trop, il y a des ouvrages qui font que ça se déverse dans le canal. C'est une question qu'on a beaucoup creusée. Et sur le plan technique, la solution qui a été trouvée, c'est de mettre en place un réseau traditionnel qui se déverse dans le canal de la Chine. Il y a eu des discussions avec Parc Canada à cet égard. Donc, il y a comme Parc Canada qui a certaines exigences par rapport à la qualité des rejets d'eau de pluie qu'on va faire dans le canal. Et là, on travaille en surface à aménager des espaces verts, des infrastructures vertes qui vont accueillir, quand il y aura trop d'eau, l'eau va pouvoir s'accumuler dans des parcs. Elle va être filtrée à travers tous ces systèmes-là. Donc, on est en mesure de détourner une partie de toute l'eau de pluie, d'avoir de l'eau propre qui va être envoyée au canal. On travaille très fort là-dessus. Donc, tout ce qui est eau usée, dans le fond, qui représente... pour donner un ordre de grandeur, quand il y a des pluies abondantes, il y a à peu près 95 de ce qu'il y a dans les conduites qui est de l'eau de pluie. Les eaux usées, c'est une fraction, puis c'est pas tout le monde en même temps. Donc, il n'y aura pas de problème là, quant à la capacité du réseau à supporter, à soutenir 8 000 logements ou 15 000. Êtes-vous en mesure de résumer votre réponse en anglais? No, that's okay. Did you get it? I can make a try, but did you understand? Or? No, that's fine. That was fine. Okay. It's more for everyone else. Okay. I have the second question now. It's a bit more obscure or theoretical, but it's of a note to everyone right now, especially in these times of COVID, and also due to the problems we're seeing in concentrating people. What are the plans for preventing the towers from becoming, say, COVID-19 cruise ships with what we're seeing in Hong Kong now? It seems to be associated with concentrating people. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer dans l'éventualité d'une nouvelle prochaine épidémie que les immeubles soient sécuritaires?
je vais tenter une réponse fort complexe, puis on n'a pas encore la réponse à l'heure actuelle. Monsieur nous avait dit que c'était une question un peu obscure. On mise, par exemple, les grandes villes ont compris l'importance d'avoir des espaces verts généreux. Une des réponses passe par le fait d'avoir des espaces, des parcs généreux, des lieux de rassemblement. La promiscuité ne veut pas dire nécessairement transmission épidémique. Ça a été des études qui l'ont démontré. Donc, c'est d'agir à la fois sur l'offre en espace public et, bien entendu, là, tout le reste des mesures sanitaires. Bon, bien entendu, on n'est pas encore à l'abri, mais je pense que les enseignements de cette pandémie restent encore à mieux documenter pour l'instant. Bien. OK, merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Est-ce que je comprends bien qu'il nous reste 2 questions? Il nous reste effectivement 2 questions. La prochaine nous vient de la salle de M. Francis Lapierre, s'il vous plaît. Très bien. Bonsoir, M. Lapierre. Bonsoir. Je ne sais pas si je peux retirer mon masque pour poser. Ça va être plus facile. Oui. Je crois que oui. Bon. C'est ça. Donc, en passant, il manquait une pancarte pour dire pour vos questions, vous enregistrez au registre ici. Là. Je ne l'ai pas vu, je suis passé tout droit. Là, fait que je le cherchais ensuite. OK. Moi, ma question, c'est que j'ai un projet d'éco-village vertical et résilient. C'est un projet écologique. Par contre, je ne sais pas s'il serait possible de l'insérer à l'intérieur de l'écoquartier La Chine-Est à cause de différentes contraintes. Là, j'ai lu le document et puis il y avait différentes choses là, qui étaient des contraintes un peu que je me demandais si c'était pas un peu difficile. C'est que, bon, j'ai vu que d'abord, mon projet a 6 étages. Okay. Excusez-moi. Peut-être oui. que ce n'est pas le moment ici de présenter votre projet. Non, je ne sais pas de présenter. Peut-être le présenter dans le cadre d'une... Oui, non, mais je ne sais pas de le présenter. J'essaie de dire la contrainte que j'ai. D'accord. C'est-à-dire que j'ai 6 étages. OK? Et puis, j'aurais un COS de entre 2 et 4. Donc, ça ferait en sorte que d'après les catégories, je tomberais dans le secteur 09 T8, où il y aurait 4 terrains possibles. OK? À ce moment-là, moi, pour mon projet, j'ai besoin de l'énergie solaire. OK? Donc, à ce moment-là, il y a un problème peut-être d'ensoleillement. C'est-à-dire que le 09 T8, le premier des 4 terrains, c'est la pointe sud-ouest, ce que vous appelez le seuil sud-ouest. Et puis, il est juxté avec un terrain où il y aurait du 15 étages possible. Donc, à ce moment-là, je me demande au niveau de l'ombrage si ça ne causerait pas problème. Aussi, il y aurait un emplacement près de la Jenkins, le noyau villageois, c'est ça, près de la Jenkins, mais il serait entouré encore là par des bâtiments plus élevés. Mais, M. Lapierre, c'est une demande très, très spécifique que vous avez et qui devrait être élaborée dans le cadre d'une opinion que vous allez soumettre à la consultation. C'est ça. Ça nous fera plaisir d'entendre votre commentaire. Vous pouvez le soumettre à partir de ce soir et jusqu'au 5 mai. Il y aurait aussi d'autres contraintes, comme par exemple le côté patrimonial. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut créer des problèmes. Là, alors, le fait... Au risque de me répéter, M. Lapierre, c'est à l'intérieur de votre mémoire que vous devrez élaborer ces éléments. OK, j'essaie si de vous voir. avez une question, par contre, on sera très content de l'entendre. Il y a aussi au niveau des groupes d'usage. OK. Dans mon projet, pour le rendre rentable, j'ai pensé avoir 2 étages de commerce, mais j'ai vu qu'il y a des zones où c'est seulement le rez-de-chaussée qui devrait avoir des commerces. Encore une fois, M. Lapierre, okay, c'est trop spécifique. Ça fait partie des considérations que vous pourrez mettre en évidence
dans votre opinion? OK. Donc, ma question très générale, c'est est-ce que ce type de projet que j'ai pourrait s'insérer ou non dans l'écoquartier La Chine-Est? Donc, est-ce que des projets spécifiques peuvent s'insérer, M. Charef? Tout à fait. Tous les projets novateurs seront les bienvenus. Alors, effectivement, la plupart des terrains sont de tenure privée, donc c'est des échanges et discussions peut-être à avoir avec les propriétaires de ces terrains, parce que la ville n'a aucun terrain dans le secteur, mis à part les rues et un terrain qu'elle vient d'acquérir pour les fins de pôle civique. Mais votre projet, ça a l'air qu'il est innovateur, fait qu'il cadre très bien avec l'esprit de cet écoquartier. Merci. Merci beaucoup, M. Lapierre, et on attend votre opinion. Merci beaucoup. La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Monsieur Simon Gauthier qui nous rappelle pour une autre question. Monsieur Gauthier, vous pouvez ouvrir votre micro. Monsieur Gauthier? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, rebonsoir. Rebonsoir. J'enchaîne tout de suite pour pas étirer trop la soirée. On a parlé beaucoup des parcs dans les dernières interactions. Dans le PPU, il est fait mention qu'au moins 22% du secteur sera composé d'espaces verts et de parcs. Considérant le règlement sur les frais de parc qui prévoit une contribution de 10% en terrain de la part des développeurs ou des développements privés, quels autres espaces sont ou seront comptabilisés dans le 12% restant pour atteindre le 22%? Monsieur Charef, vous la prenez ou vous déléguez? Je délègue cette fois-ci. Oui, bonjour Monsieur Gauthier. Donc effectivement, la loi prévoit un maximum de 10% en frais de parc, ce dont on est, ce qui est mentionné d'ailleurs dans le PPU. Les 12% restants sont vraiment dans le cadre d'acquisition de la ville et également de négociations avec les promoteurs, éventuellement. Donc, et puis on tient quand même à préciser que c'est espace vert et espace public. Donc, c'est pas juste des parcs, on parle d'espace public de façon large. Donc, pour récapituler, c'est vraiment, ça se fera dans le cadre d'une négociation avec les promoteurs ou d'acquisition de la ville de certains terrains. Aviez-vous une autre question? Oui. Allez-y. Celle-là est un petit peu plus longue, mais ça va être assez, ça va bien se faire. Dans le document du projet de PPU, à la page 40, on a l'illustration du quartier qui est proposé par la ville et qui est montré avec la note suivante. Et là, je vais faire une citation. Il faut considérer le plan d'ensemble comme une hypothèse présentée à titre indicatif et non comme une représentation de la forme définitive de l'écoquartier. Il constitue une référence pour orienter les interventions sans avoir pour effet d'exclure d'autres propositions qui pourraient, dans une certaine mesure, différer tout en respectant l'esprit et la vision du PPU. Ainsi, ce plan d'ensemble, de même que les autres plans de la présente section, n'ont pas de portée légale. Fin de la citation. À la section 5.2.2, à la page 107, on montre une carte des emprises projetées des voies de mobilité qui montre en fait la quasi-totalité des nouvelles voies de mobilité prévues. Et on peut lire le texte suivant dans cette section-là, et je cite, « La grille des voies de mobilité et de leurs emprises respectives, incluant les infrastructures de gestion des eaux de surface, doit suivre l'emplacement et les largeurs d'emprise illustrées sur la carte ci-bas. » Fin de la citation. Donc, je me questionne, en fait, c'est pas clair pour moi, est-ce que la forme du quartier qui est illustrée dans le document, elle est vraiment à titre indicatif ou est-ce qu'elle est fixée puisqu'on doit, à la page 107, suivre le plan qui est illustré? Alors,
Qu'est-ce qui est à titre indicatif? Alors, effectivement, merci beaucoup, monsieur, pour votre question, parce que c'était une question, tout un débat. Quand on a présenté publiquement le plan d'ensemble il y a maintenant plus d'1 an, c'est-à-dire qu'on souhaitait illustrer par des formes bâties les intentions, la vision. Alors, ce qui est présenté à la page 50, effectivement, ça n'a pas de portée légale dans le sens où les propriétaires, les promoteurs qui sont porteurs de projets auront à faire leur propre projet, donc avec leurs architectes, leurs consultants, puis ils vont proposer des projets qui devront cadrer dans l'esprit du PPU. Donc, c'est une illustration. Ce qui a une portée légale dans le PPU, c'est la section mise en œuvre, c'est la carte de l'affectation, la carte des densités, c'est toute cette partie-là qui est légale. Mais pour donner une illustration, une vision imagée du futur écoquartier, on se devait d'aller le plus loin possible dans la représentation. Bien. Est-ce que ça répond à votre question, M. Gauthier? Ben, en fait, pas tout à fait. Je pense que je vais la résumer plus facilement. Est-ce que la trame de toutes les voies de mobilité qui sont montrées est fixée définitivement dès maintenant? Ou est-ce à titre indicatif? Exactement. Et est-ce qu'il y a encore de la place pour modifier, négocier suite à la consultation publique actuelle? Alors, c'est effectivement, donc c'est la page 107, monsieur. Effectivement, ça, c'est dans la partie mise en œuvre, donc ça a une portée légale, mais encore une fois, je rappelle, c'est un projet de programme particulier qui est soumis à la consultation publique. Donc, c'est une proposition qui nous semble équilibrée. Puis donc, la ville s'ajustera selon le débat public, puis les recommandations de l'Office, donc s'il y a lieu. Alors, si vous avez des commentaires et des opinions sur ce sujet, M. Gauthier, nous serons ravis de les entendre lors de l'audition des opinions. Parfait, excellent. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée. Il est 20h15, nous avions prévu une petite pause de 10 minutes, mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes sur la file d'attente, je pense qu'on peut laisser tomber la pause et on continue. Pour l'instant, il y a 3 personnes en file, personne d'autre. Donc, il est 20h15, nous allons fermer le registre maintenant. Il nous reste une question en salle et 2 questions par téléphone. Alors, nous allons avec Madame Marie Larreau en salle, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir, Madame Larreau. Bonsoir, oui. C'est très protocolaire. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. J'avais plusieurs questions, mais beaucoup ont été répondues dans différentes autres questions. J'en ai une très, très, très précise. Est-ce que ça vous gêne d'enlever votre masque pour qu'on vous entende mieux? Un peu. Je peux m'approcher. D'accord. J'en ai une. Est-ce que c'est mieux? Oui. J'en ai une très, très, très précise et concrète à poser. Je ne sais pas si c'est la place pour la poser. Moi, j'habite dans un de vos pôles villageois que vous appelez, qui se situe au coin de la 6e avenue et Saint-Joseph, directement à côté de l'ancien Spinelli, qui a heureusement été détruit l'été dernier. À l'heure actuelle, je comprends, selon les plans, il y a le building de 15 étages en face, certains buildings à côté, un parc dans le milieu. À ce niveau-là, en ce moment, c'est comme de la roche, de la poussière avec des clôtures de métal qui revolent au vent. Qu'est-ce qui est prévu à court terme pour ce terrain-là? Et c'est quoi l'échéancier général? Si ce n'est pas un terrain qui appartient à la ville, les promoteurs vont développer rapidement, pas rapidement. Dans quel contexte? Parce que là, en plus, moi, je suis en télétravail, fait que si j'ai des buildings à côté, c'est... Est-ce qu'il y a des règles qui encadrent? C'est pas tant les règles, c'est qu'est-ce qui est prévu à court terme sur... Est-ce qu'il va y arriver quelque chose et est-ce qu'on pourra nettoyer? Est-ce qu'il y a des consignes à cet effet-là? Oui. Merci beaucoup pour votre question. Elle est non seulement précise, mais très, très, très pertinente.
Suite à l'adoption du programme particulier d'urbanisme, il va y avoir une période de quelques mois pour faire les ajustements réglementaires. Là, c'est vraiment des technicalités municipales pour commencer à accueillir les projets immobiliers. Un des enjeux dans le secteur, c'est la desserte en infrastructure. C'est-à-dire l'ensemble du secteur n'est pas desservi en infrastructure. Donc, pour certains terrains, ça peut prendre plus de temps. Pour le terrain qui vous concerne, donc ce qu'on appelle le terrain Spinelli, lui, il pourra se brancher sur le réseau d'infrastructures existant. Donc, vraisemblablement, puis sous toute réserve, ça pourrait être le premier qui démarre, selon toute vraisemblance, parce qu'il y a moins de contraintes de gestion des eaux, d'amener des infrastructures d'eau pour développer. Donc, dans un échéancier raisonnable, nous, on vise 2025 pour lever le développement, mais il se peut que pour ce terrain spécifique, puis ceux qui sont déjà branchés sur les infrastructures existantes, qui puissent commencer un peu plus tôt. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur, 2024-2025. Mais en attendant, est-ce que le terrain demeure roche, poussière? D'accord, je vais vous donner plutôt la partie arrondissement suite à la partie ville. Donc, effectivement, en fait, la démolition des bâtiments a été faite à condition que les terrains soient maintenus propres et en état. D'accord, donc lorsqu'il y a, ça arrive que bon, ils sont quand même en assez bon état pour des bâtiments, des terrains vacants. Ceci dit, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, n'hésitez pas à contacter l'arrondissement et nous ferons le lien avec le propriétaire qui se fera un plaisir de rendre ça plus sécuritaire et plus propre. Mais en attendant, en attendant que l'adoption du PPU, rien n'est permis, en fait, ou pas grand-chose dans ce secteur-là. Sinon, ça aurait été développé bien avant. Mais en attendant, il va falloir juste que ça soit maintenu propre et en état. OK. Puis, justement, question de propre. Pour les déchets qui se ramassent là, le gazon qui pousse, je peux adresser ça? Nous ferons le suivi sans problème. N'hésitez pas à le faire avec nous, puis nous ferons le suivi avec le propriétaire. Avec l'arrondissement? Avec l'arrondissement, oui, effectivement. Okay, super. Oui. Merci beaucoup. Votre réponse? Oui, c'est parfait. Merci. Merci, Madame Larreau. Bonne soirée. La prochaine question nous vient de la tribune téléphonique. Madame Sonia Sunjar, j'ouvre votre micro, vous aurez la parole. Il n'y avait pas Madame Duvalzac? Oui, okay. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée à tous et merci de prendre mes questions. Alors, ma première question, c'est si vous pouvez me dire la densité en termes d'unités résidentielles à l'hectare s'élève à combien au niveau de la moyenne pour le secteur, puis au niveau des différentes parties du secteur? Oui, merci beaucoup, madame, pour votre question. On estime à 220 logements à l'hectare, avec le potentiel de développement qui est présenté dans le PPU. Donc, 220 logements à l'hectare. Donc, ça concerne l'entièreté du secteur Lachine-Est. On n'a pas fait le calcul par terrain. C'est un peu prématuré, mais ça vous donne un ordre de grandeur pour l'ensemble du secteur Lachine-Est, 220 logements à l'hectare. Merci beaucoup. Ma deuxième question est au niveau du transport dans le secteur. J'ai remarqué que la définition d'un écoquartier inclut, ça serait selon la définition dans vos documents, un quartier axé sur le transport collectif et comment on dirait les vélos, etc. Alors que, à ma connaissance, il n'y a pas de transport lourd dans le secteur. Il y a une gare temporaire, la gare du Canal, gare de train avec service extrêmement limité vers le centre-ville le matin, retour à la Chine en fin d'après-midi. Je me rappelle que quand l'étude de la circulation avait été faite, c'était peut-être en 2019, qu'ils avaient conclu qu'il serait inutile d'essayer d'ajouter des autobus parce que les autobus déjà existants restent pris dans la circulation dans le secteur.
J'entends parler d'une possibilité d'un tramway ou quelque chose du genre, mais en tout cas pour ce qui est des TOD, idées semblables, on nous disait pour le projet Wangsin qu'il fallait que les infrastructures soient existantes avant la construction des bâtiments. Alors, pourriez-vous préciser votre question? Pourriez-vous préciser votre question? Oui, tout à fait, oui. Puis je vais dire aussi que on a de la difficulté. J'habite à peu près 1 kilomètre de distance à La Salle, dans l'arrondissement de La Salle. Et juste avant la pandémie, en tout cas l'été précédent, on avait beaucoup de difficultés à sortir du quartier. C'est arrivé même qu'on ait manqué des événements sportifs là parce qu'on ne pouvait pas sortir de la salle à cause de la circulation du moment où la 20 était bouchée. Alors donc, je voudrais savoir comment vous comptez transporter 15 000 personnes sans un transport collectif adéquat. Donc, on parle du transport, mode de transport structurant peut-être, ici. Merci, Madame, pour votre question très pertinente. Alors, effectivement, 15 000 personnes, bon, ces 15 000 personnes ne vont pas arriver à court terme, donc c'est vraiment dans un horizon 10, 15, 20 ans. Et donc, les projets structurants qui sont présentés dans le programme particulier, donc c'est essentiellement 2, on va les nommer. Donc, c'est la gare du Canal et effectivement l'axe de transport collectif structurant dans l'axe Victoria-Notre-Dame. Pour ces 2 projets, donc c'est des projets qui sont portés par des partenaires de la ville, donc des partenaires publics. Pour le cas de l'axe structurant en TC, l'axe Victoria, donc c'est l'ARTM qui est responsable de ce projet. Donc actuellement, il y a un dossier d'opportunité pour passer ce projet en mode projet, en mode réalisation. L'horizon de ce projet, on ne le connaît pas encore, c'est trop tôt, mais la ville travaille très fort pour que le partenaire puisse livrer donc, ce projet dans le temps. Pour la gare du Canal, effectivement, le constat actuellement que vous faites est tout à fait vrai. La gare est temporaire, rappelons-nous de ça. C'est une gare qui a été mise à cet endroit comme mesure de mitigation pour l'échangeur Turco, mais maintenant il y a l'échangeur Saint-Pierre qui va repartir en projet. Donc cette gare, pour l'instant, est toujours temporaire et les discussions que la ville a avec EXO, donc qui est l'opérateur de cette gare, c'est d'évaluer la possibilité de la rendre permanente. Donc c'est les 2 parties en s'entendent sur cet objectif. Maintenant, comment y arriver? Donc ça, c'est des analyses, puis c'est des études que EXO doit faire en collaboration avec la RTM pour justifier une gare permanente et à haute fréquence. Donc c'est un travail que l'on poursuit avec ses partenaires publics pour assurer une desserte adéquate en transport collectif. Oui, disons que pour ce qui est d'améliorer le service, il y a peu de chances de ça. La CP a déjà été questionnée là-dessus parce que c'est sur la même ligne que la gare de La Salle. Alors donc, nous connaissons très bien la problématique. La CP, à l'époque, quand j'ai appelé pour avoir des informations, on m'a dit qu'il privilégiait le transport des marchandises parce que c'est beaucoup plus payant que les passagers. Et donc, il y avait à peu près aucune chance là, que ça change. Et le service est extrêmement limité. Les trains arrivaient à l'époque, en tout cas bondés de la rive sud déjà à La Salle. Mais en tout cas, je ne voudrais pas vous garder plus longtemps. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Il nous reste une dernière question à la tribune téléphonique, Madame Chloé Duvalzac. Oui, bonsoir. Rebonsoir, Madame Duvalzac. Vous êtes là? Allô? Oui, vous êtes là, nous vous entendons. C'était Madame Sunjar. Madame Duvalzac, je vous ai demandé de rouvrir votre micro, s'il vous plaît. Vous nous entendez? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors nous vous entendons.
Merci beaucoup. Mais en fait, ma question a été en partie prise par la personne précédente. Oui. Moi, j'aurais peut-être plus une question sur les échéances de cette étude d'opportunité qui est en cours de réalisation par la RTM en collaboration avec EXO et la Ville de Montréal. J'aurais voulu avoir une idée du moment où cette étude-là pourrait être livrée parce que il me semble qu'on est un peu avec une situation de la poule et l'œuf, où le transport structurant conditionne aussi l'ampleur de l'écoquartier. Alors c'est un petit peu l'objet de ma question. Quand est-ce qu'on aura des informations pour pouvoir intégrer ça dans les différents projets que les promoteurs souhaitent développer? Seulement pour être plus précise, M. Charef, je crois qu'il s'agit de 2 études, n'est-ce pas? Une d'opportunité avec la STM et l'autre avec la gare. Non, il s'agit d'une seule étude. Une seule étude. C'est pour l'axe de transport structurant, je dirais, / tramway éventuellement. Oui, donc ça c'est une étude. En fait, c'est ce qu'on appelle un dossier d'opportunité qui est porté par l'ARTM, donc l'Agence régionale de transport métropolitain. La ville y collabore. On n'a pas d'informations à notre niveau sur l'échéancier du dépôt de ce DO, de ce dossier d'opportunité, mais on va faire les vérifications de notre côté pour voir avec l'équipe qui travaille avec la RTM si c'est une information qui pourrait être disponible. Et puis on vous revient à cet égard. Très bien. Et pour la gare du Canal? La gare du Canal, il n'y a pas encore d'études. Là, on a, dans le cadre de l'élaboration de ce PPU, il y a eu des pourparlers avec EXO pour explorer la faisabilité de rendre la gare permanente. Il est évident, puis la personne avant l'a bien mentionné, il y a des défis pour EXO de concilier transport des personnes et transport des marchandises, parce que, comme vous le savez, les rails appartiennent au Canadien Pacifique, au CP, donc au Canadien Pacifique. Donc, c'est des négociations avec ce transporteur ferroviaire. Mais la ville a annoncé ses intentions. Puis donc, EXO est favorable à maintenir cette gare permanente, mais il y a encore du travail à faire, des analyses, puis de la justification à faire. Alors, on est sur du moyen terme. C'est ça. Très bien. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Duvalzac? Parfaitement. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup et bonne soirée. Alors, donc, cette séance de questions-réponses est maintenant terminée. Je remercie les représentants de la Ville et de l'arrondissement et je vous souligne que les informations communiquées ce soir sont déjà disponibles sur notre site Internet ou, en tout cas, sur le point de l'être. Je rappelle qu'à partir de maintenant et jusqu'au 5 mai, vous pouvez nous faire part de vos opinions. Et pour ceux qui souhaitent présenter une opinion devant les commissaires, j'ajoute les précisions suivantes. Les séances seront organisées à partir du 10 mai. Vous aurez le choix entre 3 façons de procéder: par téléphone, par visioconférence ou en personne, si, bien sûr, les conditions sanitaires le permettent. Dans tous les cas, vous devez prendre rendez-vous auprès de Gilles Vézina avant le 5 mai. Au nom de la Commission, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.